Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, une thématique que je sais que tu aimes beaucoup, qui est l'art de la question. Et plus précisément, la place de la question dans le processus d'accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors c'est un thème qui me tient à cœur parce que dans le cadre de l'accompagnement des élèves en psychothérapie que je forme, je vois que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour eux à gérer et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine pour un praticien. Et j'aimerais commencer par dire que euh, ce n'est pas simple pour un praticien parce qu'il y a des interdits dans le domaine de la question, des interdits qui sont intégrés en plus. Il y a des interdits du style la curiosité est un vilain défaut. C'est une une croyance qui existe chez certaines personnes. Il y a l'habitude psychanalytique socialement intégrée, avec la mythologie du psychanalyste qui se tait, qui ne dit rien, et surtout qui ne pose aucune question quasiment. Il y a tous les enfants qui ont posé des questions dans leur enfance et qui ont été repris parce qu'ils ne posaient pas les bonnes questions au bon moment, de la bonne manière. Et puis il y a le fait que beaucoup de praticiens ne savent pas quelles questions poser et quand les poser. Donc tout ça fait que poser une bonne question au bon moment est vraiment un art, l'objet d'un apprentissage, selon moi. Voilà un premier point d'introduction. As-tu une remarque avant que je continue déjà là-dessus, Laurent? Écoute, pas spécialement. Effectivement, il y a tout un cadre social, culturel, qui effectivement, mais Mm. c'est pas simplement la personne, quoi. Eh oui, c'est ça. Donc tout ça fait que ce n'est pas simple. Alors par exemple, il y a des choses aussi simples que beaucoup de praticiens ont besoin de se rappeler, comme la différence entre une question ouverte et une question fermée, et à quoi sert chacune des questions. J'en donne un bref descriptif pour ceux qui nous écoutent, hein. Une question ouverte, c'est une question qui permet à l'autre de penser, de réfléchir. Exemple, selon toi, quel va être le projet que nous pourrions mettre en place demain, dans famille. Donc là, la personne, avec, selon toi, quel va être le projet, est obligée de se demander, bah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, elle peut dire je ne sais pas, elle peut réfléchir, voilà. C'est ce qu'on appelle une question ouverte, ou si on lui demande comment est le ciel aujourd'hui, elle est obligée de le regarder, puis de dire ah ben tiens, il est bleu, il y a des nuages, ou il est gris. Elle observe le réel et elle le commente. C'est à cela que sert une question ouverte. Et sur le monde intérieur, on peut poser une question à quelqu'un en lui disant dis-moi, comment as-tu vécu la visite de ton frère pendant les vacances de Noël? Et la personne, évidemment, si elle est d'accord pour réagir, va être obligée, incitée à observer cette expérience et à la décrire. Voilà. Donc, une question ouverte qui commence toujours par ce qu'on appelle le fameux QQOQCP, c'est-à-dire qui, quoi, où, qu'est-ce qui, comment, pourquoi. Voilà. Ça commence quasiment toujours par l'une de ces prépositions, comme ça qu'on peut les repérer, invite à penser. Une question fermée, elle, incite l'autre non pas à penser, ce n'est pas fait pour ça,
mais incite l'autre à se positionner. Hein. Et par exemple, on va demander à l'autre, as-tu aimé le repas que j'ai fait hier? Donc, on ne lui demande pas de le décrire, on ne lui demande pas de réfléchir sur le repas, on lui demande de dire oui, j'ai aimé, non, je n'ai pas aimé, éventuellement, je ne sais pas, s'il botte en touche. Ou as-tu apprécié la visite de ta belle-mère hier? Donc, oui, j'ai apprécié, non, je n'ai pas apprécié, je ne sais pas. Donc, on incite l'autre à se positionner, non pas à réfléchir. Voilà. Ça ne l'empêche pas de réfléchir s'il veut en plus, mais la question n'est pas faite pour ça. Voulez-vous continuer votre psychothérapie avec moi? Question fermée. Oui, non, je ne sais pas. Le but est d'inviter la personne à se positionner. Comment voyez-vous la suite de notre psychothérapie ensemble, notre travail? Le but n'est pas de se positionner, mais de réfléchir. Comment vous le voyez? Donc, ce n'est pas oui, non. Hein? Quelqu'un ne peut pas répondre oui ou non à une question comme comment voyez-vous la suite de notre collaboration? Elle est obligée de dire j'aimerais que ça soit plutôt court, que ça dure, j'aimerais que ça soit plus efficace, parce que, voilà. Elle est incitée à réfléchir. Rien que cette distinction-là qui est simple, eh bien, beaucoup de praticiens gagneraient à la comprendre et ensuite à se demander dans quelles circonstances il est plus profitable pour un client d'avoir face à lui un praticien qui pose une question ouverte ou une question fermée. Voilà. Et ce serait profitable pour un praticien de savoir de manière consciente en quoi il est utile pour lui à ce moment-là, pour lui et pour son client, qu'il pose une question fermée ou une question ouverte. Voilà un premier exemple tout simple de l'art de la question. Alors déjà là-dessus, as-tu une réaction également ou pas encore et je peux continuer? Écoute, moi, un peu ce que tu disais, c'est que finalement, tu en arrives à quel est l'impact de la question et pourquoi poser une question finalement. Eh oui, absolument, absolument. Alors, je continue sur la question parce que quand nous recevons un client la première fois, en dehors du temps de l'accueil, de la réception, du bonjour, de l'invitation à s'installer, la plupart du temps, il y a des questions qui vont arriver dans les débuts de séance, hein, comme pourquoi venez-vous me voir? Question ouverte. Mais il peut y avoir des questions fermées, du type avez-vous déjà rencontré d'autres praticiens? Hein, ou des questions ouvertes, décrivez-moi les démarches précédentes que vous avez effectuées. Voilà. Ça qui n'est pas une question, c'est une induction. Décrivez-moi, il n'y a pas de question. Mais ça sous-entend, pouvez-vous me décrire, question fermée, et comment cela s'est-il passé, question ouverte. Donc il y a souvent des questions. Les questions sont des éléments extrêmement importants dans la vie des gens parce que c'est ce qui permet, c'est une manière d'exprimer sa curiosité. Or, chacun de nous a besoin de se sentir important pour l'autre. Chacun de nous a besoin de sentir l'intérêt de l'autre. Il y a plusieurs façons de manifester son intérêt à quelqu'un, bien sûr. C'est varié. Mais l'une des manières de manifester son intérêt est la question. J'anime souvent des accompagnements de couple. Et lors d'une prochaine vidéo, je parlerai sûrement de l'accompagnement des couples. Mais dans les expériences que je fais faire aux couples, souvent, je leur fais faire des expériences dans lesquelles ils vont être amenés à se questionner l'un l'autre sur un thème délicat. Or, qu'est-ce que je remarque régulièrement? C'est leur étonnement quand je les mets en situation d'avoir à se poser des questions.
Pourquoi? Parce que très souvent, les couples ne se posent pas de questions. Au bout d'un certain temps, ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ils ne savent pas s'en poser et ne s'en posent pas. Ils interviennent, ils discutent entre eux, hein, mais se poser des questions en dehors de où as-tu mis le beurre? Eh bien, je suis très surpris et souvent de voir qu'ils sont surpris. Et non seulement ils sont surpris, mais ne savent pas se poser de questions mutuellement. Ou alors des questions extrêmement banales au début, voire même n'arrivent pas à en poser du tout. C'est-à-dire ont perdu la curiosité pour l'autre. Parce que pour moi, questionner l'autre est l'un des indices de la curiosité. C'est une façon d'aller vers l'autre. Le silence, bien sûr, beaucoup de gens qui m'écoutent sont habitués à la notion de silence dans l'écoute de la part du praticien. Pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Le silence est quelque chose d'extrêmement important. Il y a aussi l'art du silence, hein, c'est extrêmement important. Ce n'est pas contradictoire, mais il serait dommageable de croire que l'art du silence effacerait l'art de la question. Quelqu'un qui n'aurait dans sa poche que l'art du silence, mais n'aurait pas l'art de la question, à mon avis, serait défaillant en termes d'accompagnement. Quelqu'un qui aurait dans sa poche l'art de la question sans l'art du silence serait défaillant en termes d'accompagnement. Voilà, tout ça pour faire la parenthèse avec l'art du silence, qui est bien sûr tout aussi important. Donc, je reviens à cette histoire de curiosité. C'est une façon de montrer sa curiosité à l'autre. Et ceci est à faire avec circonspection, parce qu'effectivement, l'autre en face de nous n'a sûrement pas le même cadre de référence que nous. Et il y a des gens que certaines questions dérangent, ou que trop de questions dérangent, comme il y a des gens que trop peu de questions dérangent ou perturbent. Et dans l'art de la question, il y a déjà l'art de sentir la dose de questions à poser et le moment pour les poser. Alors, je vais faire une petite pause là pour te demander ta sensation, mais je termine en disant comment répondre, comment on fait ça? Parce que l'auditeur peut se dire, oui d'accord, c'est bien tout ça, mais comment on fait pour évaluer ça? Eh bien, ça suppose un troisième art, dont je parlerai aussi une autre fois, qui est l'art de l'observation de l'autre. Car ça se voit très bien quand on pose une première question et une deuxième, comment l'autre réagit. Ça se voit très bien, ça se perçoit très bien comment l'autre va se contracter, ou au contraire se détendre, parce qu'on lui a posé une bonne question. Et ça se perçoit dans le corps, dans la manière de répondre, dans l'énergie quand il répond, dans le refus de répondre, ou dans la demande qu'on le questionne. Si on est observateur, tout ça se perçoit extrêmement bien. Et la deuxième méthode, pour savoir ça, c'est de demander au client, encore une fois, chers amis, de lui poser une question. Car la psychothérapie est aussi encore un art, l'art de la collaboration, selon moi. Car qu'est-ce qui empêcherait un psychothérapeute de demander à son client, avez-vous besoin que je vous pose des questions pour commencer ou préférez-vous parler librement? Vous remarquez, c'est ce qu'on appelle une question fermée. Oui, j'invite l'autre à se positionner, c'est-à-dire à prendre sa responsabilité dans la dynamique de la question. Ainsi, s'il me dit oui, j'ai besoin de continuer à me poser des questions, il prend sa responsabilité. Alors je peux continuer. Et ainsi, je ne le persécute pas, puisqu'il a lui-même dit qu'il avait besoin que je le questionne. Par contre,
Il peut aussi dire non, non, j'ai envie de vous dire ci et ça, ou bien ne pas répondre. Et ça indiquera que ce n'est pas sûr que ce soit une bonne chose qu'on continue à les questionner trop. Ou qu'il n'arrive pas encore à se positionner sur ce thème, qu'il ne sait pas encore. Voilà. Alors déjà là-dessus, des remarques, des sensations, Laurent? Écoute, la sensation que j'avais, c'était de me dire, mais finalement, est-ce que tout propos du thérapeute n'était pas une question, finalement, il ne tombe pas dans le cadre dans lequel on est là. Par exemple, la reformulation est-elle une question? Non. Ma réponse est claire. Non, la reformulation n'est pas une question au sens où je l'entends. Ou alors, à moins qu'on distingue des questions verbales et des questions sous-jacentes et non verbales. Mais là, pour l'instant, je parle des questions clairement identifiées sur le plan grammatical comme étant des questions. Sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, à ce moment-là, pourquoi pas la levée d'un sourcil ne serait pas une question. À ce moment, on ne s'en sort plus. Pourquoi un soupir ne serait pas une question où ça s'arrête? Non, non, j'en reste à ce qu'on appelle en grammaire, en français, une question. C'est-à-dire il y a un point d'interrogation à la fin, il y a une phrase et un point d'interrogation. Non, une reformulation n'est pas une question. Une formulation, pour moi, c'est une reformulation. C'est bien pour ça que ça s'appelle une reformulation et que ça ne s'appelle pas une question. Une reformulation peut être questionnante. Une reformulation peut inviter à rebondir, mais ce n'est pas une question. De la même manière qu'un soupir peut inviter à rebondir ou à poursuivre. De la même manière que ce que font les psychanalystes en soulevant, en soulignant un mot qu'a dit quelqu'un, ah, engagement. Est-ce une question ou pas? Non. C'est une autre technique qui consiste à surligner, à mettre de l'emphase sur un mot, mais ce n'est pas une question. Voilà. C'est au sens grammatical. Mais ça peut être pris comme une question. Et la personne peut continuer. Donc, distinguons quand même clairement une vraie question au sens où je l'entends, c'est déjà énorme, c'est déjà complexe. Et ça pourrait être un autre chapitre, ce qui est interprété comme une question, ou ce qu'on pourrait appeler des fausses questions. Parce que là, tu soulèves un thème très intéressant, c'est que les praticiens peuvent poser des fausses questions, parfois. Du style, ne pensez-vous pas que quand vous parlez de ceci, ça veut dire cela? C'est ce qu'on appelle une fausse question. Qu'est-ce qu'une fausse question? C'est une question dans laquelle la réponse est contenue. C'est-à-dire que le praticien pense déjà quelque chose, l'introduit dans la question et invite le client à se positionner, mais face à une réponse que le praticien a déjà inclus dans la question. Ce qui est très manipulatoire, évidemment, puisque comment un client peut-il se poser? C'est très délicat. Enfin, c'est une affirmation que le praticien fait déjà. Donc, tout ça pour dire qu'une reformulation, pour moi, est une reformulation. C'est une façon pour un praticien que le client entende ce qu'il est en train de dire. C'est puissant, une reformulation. C'est autre chose. Hein. Vous venez de dire que finalement, quand vos beaux-parents sont venus vous visiter cette semaine, ça a été difficile pour vous. Point, fin de la reformulation. Parfois, les formulations sont poursuivies par une question, par contre. Ne confondons pas. Vous venez de dire que quand vos parents sont venus vous visiter, ça a été difficile pour vous. C'est bien cela que vous venez de dire? Question fermée, avec invitation à se positionner. Du style, est-ce que j'ai bien compris ou pas? Mais s'il n'y a pas la question de fin après la reformulation, que je viens d'évoquer, il manque l'élément de vérification. Voilà. Mais une reformulation peut être suivie par une question de vérification ou pas suivie par une question de vérification. Voilà. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Alors, je vois qu'on a déjà pris un quart d'heure pour
vous, chers auditeurs, j'ai choisi des temps courts pour des raisons de dynamique d'écoute. Donc j'aimerais bien conclure autour de ça. On va chercher une conclusion tous les deux, Laurent, autour de ça. Et puis peut-être que je reprendrai cette thématique parce qu'elle est très ample en fait, hein, très ample. C'est une introduction dans cet échange. Alors comment as-tu envie de réagir à ça, Laurent? Ou y a-t-il un point de conclusion que tu aimerais que j'amène sur un aspect? En fait, moi, ce qui est présent, c'est une curiosité justement à me dire que l'art de la question, est-ce que l'accompagnement thérapeutique ne doit pas pouvoir se résumer simplement à de la curiosité, d'un premier point, et d'un second point, tu as bien fait le discernement entre questions ouvertes, questions fermées. Questions ouvertes, ça a l'air d'inviter à une sorte d'exploration, quelque chose qui est ouvert, Oui. à peut-être des prises de conscience, voilà. Oui. Et questions fermées à peut-être justement une prise de position, un discernement. Moi, j'aurais quand même très envie que tu nous dises, voilà, dans l'accompagnement, quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, peut-être de manière synthétique, mais… Oui, très bien. Je vais conclure autour de ça alors. Et sachant que le thème des questions ouvertes et fermées n'est qu'un des aspects nombreux de l'art de la question. Donc, probablement qu'on reviendra là-dessus. Hein. Effectivement. Alors, quand utiliser les questions ouvertes, d'abord, ça suppose qu'on ait une intention. Je viens de le dire. Ça veut dire qu'on a l'intention d'inviter le client à développer son point de vue. Et quand les poser, j'ai envie de dire, les questions ouvertes peuvent être posées n'importe quand, quasiment tout le temps. Ce sont des questions extrêmement utiles. Voilà. C'est plutôt quand ne pas les poser. Je pense que c'est important de ne pas poser de questions ouvertes. Ce n'est pas utile. Soit quand le client développe très bien tout seul sa propre pensée, soit quand l'objectif est au contraire d'aller vers une synthèse, d'aller vers une clôture. Par exemple, c'est nocif de poser des questions ouvertes en fin de séance. Ce n'est pas bon du tout, puisque le but est de clôturer la séance, d'aller vers une synthèse et vers une fin. Donc, quelle idée saugrenue de commencer à poser des questions ouvertes 5 minutes avant la fin de la séance, par exemple. Voilà, c'est une erreur technique. Pour les questions fermées, quand les poser, quand ne pas les poser. Et les questions fermées donc, ont pour but d'aider un client à se positionner. Elles sont très utiles, par exemple, quand le client est confus, quand il est perdu dans ses pensées, quand c'est complètement emmêlé. Donc, ça vaut le coup de parfois poser des questions fermées afin que le client se positionne sur des choix thématiques, sur des choix de direction, sur des choix de sensations. Voilà. Je pense que dans les cas de confusion, elle est très utile, cette question fermée. Elle est très utile également dans les cas d'hésitation, quand les clients hésitent à faire des choix sur des éléments importants. Choix sur continuer une psychothérapie, choix professionnel, choix relationnel, avec de la confusion autour. Ça veut dire qu'il y a besoin de micro-positionnement ici ou là. Et à ce moment-là, la question fermée est très utile. Voilà.